Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission Les métiers d'autrefois. Nous allons aborder surtout aujourd'hui l'agriculteur et le trappeur. Dans la première séance, l'agriculture, on appelle ça maintenant des agriculteurs, mais il faut remonter assez loin parce que la première signification de l'agriculteur, c'est un colon qui rentre sur un lot, va le défricher. Et dans un deuxième temps, une fois qu'il a réussi à le faire, on va appeler sa dénomination un habitant. C'est encore aujourd'hui des termes péjoratifs, sauf que l'évolution du métier a fait qu'à un moment donné, dans les années 1920-1930, on en arrive à dire de l'habitant qui est un cultivateur, et donc il cultive. L'agriculteur d'autrefois, c'était surtout, comme on dit, une agriculture de subsistance ou de survivance. On commençait par nourrir sa famille. Il faut se souvenir que la famille, à l'époque, c'est 8, 10, 12, 15 enfants. Donc, c'est déjà tout un métier de réussir à avoir des animaux, de la nourriture pour à peu près tous les types, et les fruits, les légumes qu'on avait besoin l'hiver. Fait que l'agriculteur de l'époque, c'est vraiment son autosuffisance. Plus on avance dans le temps, puis plus la mécanisation va arriver, puis plus on va avoir un surplus de production qu'on va pouvoir vendre au village, vendre à la ville. Et de cette façon-là, le travail va évoluer, mais la façon de faire aussi. L'agriculture, en 1880, il y a beaucoup de terres encore qu'on appelle des terres de la couronne. Les gens viennent s'installer sur un lot, on appelait ça des lots à bois, et on commence à défricher. On fait le bois. Les premières années, on va même semer entre les souches pour réussir à survivre. Et plus on avance avec les arbres, on va faire une grange, on va faire la maison, on va faire tous les petits bâtiments qu'on peut faire. Fait que c'est un côté débrouillardise, puis même encore à la fin du 19e, début 20e, on a des terres de la couronne qui sont distribuées un peu partout encore. Disons qu'au Québec, le cheval a été l'instrument idéal pour faire, aller jusqu'en 1900, là, pour faire à peu près tout le travail. On utilisait souvent les bœufs pour une simple et bonne raison, c'est que le bœuf, pour labourer un champ, un bœuf puis un cheval, un à côté de l'autre, vont donner un rythme de travail. Le cheval est plus vite, mais le bœuf est plus fort et plus lent. Fait que tu mets un bœuf là, ça te donne véritablement un air d'aller, puis ni un ni l'autre va s'épuiser à la fin de la journée. On arrive dans les années 20 avec un peu plus de machinerie. Les premiers tracteurs, je pense que c'était peut-être mieux encore avec un bœuf puis un cheval. Mais dans les années 30, on va se spécialiser, on va surtout produire des véhicules plus rapides. Les premiers tracteurs, ils étaient à roue de fer. Les seconds étaient à roue de caoutchouc. C'est déjà tout un autre univers. Et on va en arriver dans les années après-guerre avec véritablement le type de tracteur qu'on connaît aujourd'hui. En guise de conclusion, je pense que vous devriez regarder justement cette capsule sur l'agriculteur et vous allez comprendre la modernité de la chose. J'aime la vie sur la ferme. Je trouve que c'est plaisant. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau à faire. J'aime vraiment ça. Dehors, avec les animaux.
c'est vraiment plaisant. Tu sais, j'aime ça, le printemps, semer, puis voir pousser, puis, tu sais, avec la famille, aller voir un peu ce que ça donne, puis... parce que c'est plaisant aussi pour les enfants, tu sais. Ils sont capables de voir que c'est le plaisir que c'est de semer dans des bonnes conditions, puis de donner à la plante ce qu'elle a de besoin, puis qu'est-ce que ça donne au printemps, être capable de soigner les animaux, bien, c'est ça, là. J'ai toujours aimé mon métier. Ah ouais. Je travaillais 6 jours par semaine. 6 jours par semaine. Mais dimanche, je faisais la traite, les petites affaires de même, ça. Mais j'y vais tous les matins encore, hein? Très présente dans le paysage beauceron, l'agriculture a toujours fait partie de l'histoire du développement de la région. Plusieurs fermes ancestrales existent encore, mais sont soumises à de fortes pressions. On y retrouve des terres de nature vallonnées et rocheuses, façonnées par des gens tenaces qui se sont enracinés ici pour cultiver. La Beauce ne se démarque pas par l'évolution de son agriculture, mais par les conditions de travail qu'elle a mis de l'avant pour obtenir de bonnes récoltes et assurer la pérennité de son troupeau laitier. Aujourd'hui, la municipalité de Saint-Odilon en est un bel exemple. Quand j'arrivais ici, moi, c'était partir de site à Rivière à l'autre rang, ou le rang 6. Puis ensuite, là, moi, j'ai acheté ce qu'on voit, c'est de l'autre bord, là-bas, le bord des bâtisses, là. Puis ça montait jusqu'au village, on va dire. Puis tout là, jusqu'au HLM, partout jusqu'au cimetière. La ferme comme telle, la compagnie Ferme Garonne Incorporée, a été fondée en 1983. Dans le temps, il y avait ma mère, mon père puis Louis. En 1999, il y a eu un feu. La partie vache laitière a tout brûlé. Fait que c'est là que, finalement, en 2000, en 1999, on a bâti, puis en 2000, on rentrait dans la stabilisation libre, la nouvelle bâtisse que vous avez vue. Puis là, on a monté à 240 vaches laitières. Puis depuis ce temps-là, on a, avec les mêmes animaux, c'est pas plus de vaches, mais on fait beaucoup plus de production. Ça a été un coup qu'on a fait, qu'on a perçu que le confort au niveau des animaux, ça en a besoin. Puis les animaux, avec le temps, vont durer plus longtemps parce qu'ils ont plus de confort. Si le gars, il agrandit pas, puis s'il fait rien, il baisse. Fait que les autres montent. Ça n'est pas sortir de là, ça. Au niveau des affaires, quand tu as une opportunité qui t'est donnée, tu apprends, ça fait ton affaire, puis faut pas avoir peur de foncer trop non plus, là. C'est comme mon père, il y a eu des opportunités. Quand il y avait des opportunités, il a trouvé bonne, il l'a pris. Une chose, je me suis venu, on mettait le lait dans des bidons. Il faudrait pas monter le bidon, j'ai un stand après haut de même, que le camion le prenne. Fait, moi, j'ai décidé d'acheter un ball tank. Ça n'a pas été drôle, là. Il demande à la paroisse, c'était pas content. Si t'as acheté un ball tank, il va tout gaspiller son lait. Il met son lait au travers, son lait chaud au travers du lait froid. Ça a pris 1 an ou 2, puis ça a commencé, là. Il en a acheté un de temps en temps, puis en tout cas, ils sont mis à faire comme ça, eux autres aussi. Ici, l'eau, on prenait l'eau, là, à l'autre bout de la terre, cette terre-là, là. C'était une eau avant qui apportait l'eau d'un réservoir en arrière de cette maison-là. Et puis l'hiver, ça gelait. Il fallait forger l'eau avec une tonne, là. Et moi, je suis tanné de ça. Il fait que j'ai un puits. Puis là, j'ai fait rire de moi encore, parce que là, il avait un étoile pour aller prendre l'eau là. Puis j'ai eu de l'eau. C'était très bien, mais pas longtemps, 2 ans après, ils n'ont pas creusé les autres aussi. C'est un peu ça, on aime bien ça. À l'avant-garde un peu. On essaie d'essayer de nouvelles affaires parce que ça fait 3 ans, on fait du maïs sous plastique. On sème notre maïs sous plastique. Finalement, avec ce procédé-là, on peut semer du maïs qui aurait le temps de maturer comme si on était à Drummondville. Alors donc, plus de rendement, plus de qualité. Puis à la récolte, on est capable de le lancer l'hiver, non pas une plante morte qui est gelée. Fait que ça, pour nous autres, ça l'emmène aussi dans les animaux, ça amène beaucoup d'amélioration. Bien, la technologie est pas mal importante, finalement. Elle a une bonne place ici à la ferme avec le Navigator. Ça va prendre une bonne place. Puis avec les GPS dans les tracteurs qui conduisent les tracteurs tout seuls, ça aide le chauffeur à plein, là. Je pense qu'il ne faut pas être fermé aux technologies. D'après moi, c'est une bonne avenue, là. C'est vrai, il faut se spécialiser un peu, mais on ne peut pas tout savoir.
Ça fait que c'est pour ça qu'au niveau, il y a des intervenants, il y a des agronomes qui sont spécialisés au point de vue de l'agro-environnement. Il y en a au niveau de la nutrition. Puis, il faut aller chercher les connaissances qu'on peut pas tout savoir. Il faut aller chercher des personnes qui sont fiables, qui nous amènent des nouveautés. Dans ce salon, on n'a pas de conseiller beaucoup. Pour dire de la façon de les semences, puis tout, là, puis les arrosages, dans ça, là, il n'y en a pas beaucoup. Ça a commencé 5-6 ans après être arrivé ici. Moi. On n'arrosait pas dans ce temps-là. On faisait une couple de fois par année. Ouais, mon grand-père, il a été visionnaire. Puis j'espère suivre ses traces un peu, finalement. Là. J'aimerais ça, à son âge, être encore aussi présent puis vif d'esprit. Parce que souvent, mon grand-père s'assied dans le bureau, puis j'y parle de ce qu'on fait sur la ferme. Puis j'aime ça y en parler. Il me parle de lui, ce qu'il faisait, moi, ce que je fais. Puis je prends des conseils de lui. Ça, j'aime vraiment ça. C'est un travailleur, mais il était capable de prendre le temps aussi. Puis, moi, en tout cas, en 1976, il s'est mis une piscine creusée à côté de la maison. Puis, au niveau de nous autres, on s'en aperçoit, on a été chanceux de ça. Il y avait une trampoline à côté. En tout cas, pour nous autres, on n'allait pas souvent au garage, au village avec les autres jeunes parce qu'on avait de l'ouvrage. On est arrivé à la maison, on allait se saucer, puis on passait du temps en famille. La famille vient avec moi des fois à la ferme. Mon petit gars, il peut passer des journées entières avec moi. Il vient dans le tracteur ou bien il vient avec les vaches. Puis il passe souvent du temps avec moi. Puis ma femme, elle vient aussi... elle vient d'une ferme aussi, fait qu'elle connaît ça pas mal. Elle vient avec moi sur la ferme souvent. Ouais. On est des types de Gaulois à un moment donné. Là. Faut pas un peu de se battre pour ce qu'on a. Mais il faut se battre aussi que si advenant le cas, que c'est pas nous autres qui mènent puis qu'on le perd, il faut être capable de rester là. Puis de mettre placer nos cartes pour être capable d'être plus productif encore, puis être capable de vivre encore d'agriculture. Ça, moi, je veux continuer à faire ça, puis c'est mes enfants aussi. C'est important. Ah, ma fille étudie en agronomie. Peut-être bien qu'elle va revenir ici, peut-être bien que non. Mon gars est en secondaire 5 cette année. Il pense aller faire une technique en agriculture. Les portes vont être là. Je pense qu'il va y avoir de l'ouvrage, puis qu'il va y avoir de la place pour eux autres. Puis c'est sûr que l'entreprise, s'ils en veulent, tant mieux. Mais c'est ça, là. Je ne forcerai pas personne, là, si c'est ça. Il faut aimer ça. Si tu t'engages dans quelque chose, il faut que tu aimes ça, il faut que tu sois passionné. Ils m'ont vu de la façon que je travaillais, ils m'ont suivi de même, je crois bien. Mais c'est de même que ça marche, il faut donner l'exemple un peu. Hein? Si je peux suivre ses traces, finalement, d'après moi, il a bien fait ça en espérant que ça continue, finalement. Vous venez de voir la capsule sur l'agriculteur, mais l'agriculteur, c'est aussi un trappeur, ou un bûcheron, ou un draveur, mais ils font un peu de tout. La plupart aimaient rester à la maison ou pas loin de la maison, fait qu'il y en a plusieurs qui ont décidé de suivre la coutume, l'ancienne coutume, c'est-à-dire un peu nos coureurs des bois du régime français. On en est resté au trappage. Le trappage était une façon de passer l'hiver avec sa famille et en même temps, il faut le dire, nourrir sa famille parce qu'on on vendait les peaux de fourrure, mais on gardait souvent la viande pour la famille. On a appris à trapper, pas à trapper, mais à chasser avec les Indiens sous le régime français. Ce qu'on appelait nos coureurs des bois à l'époque. On commençait par suivre les Amérindiens dans leur zone de chasse et ont appris à piéger, parce qu'on appelle ça des pièges. On a appris à piéger parce que c'est pas donné à tout le monde de faire un trappeur. Il faut vraiment connaître et la bête et son type d'environnement et autres. Et ça donne véritablement une complicité avec la bête. Tu n'as pas le choix. À la messe du dimanche, il y avait deux choses importantes. Pour une dame, rentrer avec un chapeau neuf ou un manteau de fourrure neuf ou ce qu'on appelait, nous, les étoiles de vison, les manchons, pour ne pas geler l'hiver.
Fait que vous voyez, tout le monde utilisait, c'était pas juste les manteaux de vison, il y avait des manteaux de renard, de lynx, les peaux de carriole, souvent étaient en peau d'ours, de mouton, de mouflon, un peu de tout. Fait que c'était un matériel, premièrement, qui protégeait de l'hiver, mais c'était un matériel de luxe qui durait longtemps. À l'époque, chacun trappe sur ses terres à lui ou sur les terres qui vont de la couronne. Ça, c'était une autre affaire, mais comme il y avait beaucoup de terres de la couronne, on chassait dans un assez large territoire. Il y avait beaucoup de terres encore qui n'étaient pas défrichées. C'est toujours surprenant de voir qu'entre un village et l'autre, tu as un paquet de forêts encore de nos jours, même si tu as des gros agriculteurs. À l'époque, c'était le cas. Et comme on s'occupait du trappage seulement qu'à partir du mois de septembre, fin septembre au 1er juillet, jusqu'au mois de février, juste avant que le dégel, c'est dans ce temps-là où on peut faire une sélection naturelle des animaux. Ça n'empêche rien. Le printemps, les amours sont là, refait la faune. On doit, je pense, avoir une certaine réalité de la chose, parce que quand on était jeune, moi en tout cas, j'en ai fait, mais on trappait du lièvre puis de la perdrix. Et on a appris. Mon père n'en faisait pas, mais mon grand-père en faisait. Mais on a appris tranquillement comment qu'il lui faisait. Puis nous, tu sais, la façon d'étendre un collet, la façon de le placer, le milieu environnant, on vient après 2 ou 3 ans à véritablement, tu dis, ah, le lièvre passe là, ah, la perdrix vient manger là. C'est naturel. Alors, écoutons la capsule sur le trappeur. Depuis que je suis petit garçon, j'avais à peu près 6 ans. Ça, c'est mon père qui trappait là, qui m'a initié à ça. Lui, il était malade, il allait poser les pierres, puis moi, j'arrivais de l'école et j'allais voir les pierres. Ce qui veut dire qu'à 6-7 ans, quand tu vas voir les pierres avec une petite flashlight à 2 batteries, t'es pas gros dans tes culottes. Le trappage est considéré comme une industrie faisant partie intégrante du développement de l'histoire du Québec. La cartographie, la colonisation de certaines terres et le développement des rives des cours d'eau sont attribuables en grande partie au trappage. L'appel de la forêt est puissant pour plusieurs beaucerons et Guy Fortin en est un bon exemple. Vois-tu, toutes les petites branches sont cassées. Les chevreuils passent ici, les coyotes passent ici, les renards passent là aussi. Tu t'installes à la même hauteur qu'eux autres et tu vois ça. On voit la trace, où ce que c'est qui passe. Ça ici, c'est une trace de coyote qui a passé. On voit qu'il y a eu des pistes de ratons laveurs qui ont été faites cette nuit, ici, un assez gros raton laveur. Lui, dans son habitude, il faut qu'il lave ses aliments, fait qu'il vient dans la source qui coule à l'année longue. Ça attire tous les animaux qui viennent s'abreuver. Et à ce moment-là, je mets quelques appâts et je les capture. Ça se trouve à être les types de pierres qu'on retrouve pour capturer des animaux à l'appât ou à la passe. Comme dans le cas des castors, c'est quasiment toujours à la passe. Tu peux avoir des appâts aussi. Ça se trouve à être un pierre qui est ouvert, qui est en X, qui ferme, puis qui casse le cou de l'animal presque instantané. Ça, c'est un piège à pierre conébert, type conébert, 2 ressorts, pour capturer les visons, les remusqués. La mort est instantanée. L'animal entre dans ce piège-là, actionne la détente, est frappé en arrière du cou et à la base des fesses, casse la colonne presque instantanée. C'est des pierres qui sont reconnues présentement, qui sont acceptées pour faire la capture de ces animaux-là. Chaque espèce a sa grosseur. On voit que la forêt n'est pas terriblement forte. On essaie de reproduire un peu d'embarras ou ce que c'est qu'on veut pour être capable de les capturer.
Cet enclos-là est préparé dans l'été. Le mieux, c'est le printemps. Tu commences à préparer ça. Comme ça, vois-tu, tu mets ça prêt, toutes des branches sèches que j'installe pour faire le moins de dérangement possible pour que la bête s'habitue à fréquenter ça durant l'été. Ça fait, si elle est habituée, elle va fréquenter tes collets. Quand tu vas les installer, tu les captures presque tout de suite. Ça ici, on voit l'entrée d'une enclos. J'ai préparé l'endroit pour que ce soit propice à la capture. On prend un collet, on l'installe le plus haut possible pour que l'animal se pende le plus vite possible, qu'il n'y ait aucune brisure de fourrure. J'installe ma broche qui est déjà installée pour soutenir mon collet. On voit le coyote va rentrer, il va se prendre, puis il va mourir assez vite parce qu'il est assez pris haut, le collet. Si on prend des gibiers d'eau, c'est remusqué, vison, loutre, un peu. Castor, pas beaucoup. Dans mon secteur, à moi, presque pas. Dans les gibiers de forêt, tu as raton laveur, coyote, renard, péquin. C'est à peu près les seules bêtes que tu peux avoir, puis occasionnellement la moufette. C'est pas mal ça qui est le plus capturé. Beaucoup de personnes pensent que c'est qu'on prend ça loin, 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 loin des maisons, mais ils fréquentent le bord des maisons, ça, tous les animaux à fourrure sont assez habitués dans des milieux semi-agricoles comme ça, là, qui ne sont pas beaucoup boisés. Ils se capturent très facilement à côté des demeures, des fois à quelques centaines de pieds seulement. Ça ici, on voit une installation qui est dite pour la passe. Pas nécessairement de prendre la passe, c'est une passe naturelle où ce que c'est les animaux à fourrure convergent pour aller manger. On fait le moins d'arrangements possible pour être capable de procéder à l'installation de cette tenture-là. Elle est un petit peu plus aménagée. Il y en a eu un de capturé là aussi. Tu le vois, il passe, il vient pour aller manger plus loin. Puis il passe à ces endroits-là. Là, on va aller voir si j'ai été chanceux aujourd'hui. Oui, j'ai été chanceux. J'ai un renard de prix. Il est mort presque tout de suite. La capture a été presque instantanée. Il a été capturé par le coup. Le collet a fait sa job comme il faut. Mais on a une belle capture, on a été chanceux. La nature a été généreuse avec nous. Fait qu'il faut qu'il s'aille le moins longtemps possible dans le collet et à chaleur. C'est ça le secret pour avoir de la belle fourrure. Le piégeage est un élément de notre patrimoine national et une méthode essentielle de la gestion de la faune. Cette industrie génère plus d'1 milliard de dollars d'activité économique au Canada. Elle crée quelques 50 000 emplois au Québec dans la transformation, la confection et le commerce. Et plus de 8 000 trappeurs québécois y participent. Un permis doit être obtenu après une formation complète sur la façon de récolter proprement les animaux à fourrure. Malgré la chute des prix de la fourrure, le piégeage représente une source de revenus non négligeable pour plusieurs trappeurs. Chaque pot, en général, si tu comptes tout le temps que tu prends pour préparer les enclos, pour aller voir la préparation, ça donne à peu près 7 heures de travail par pot. Vu le réchauffement climatique, il y a moins de fourrure qui s'achète, puis il y a toujours des lots de fourrure qui s'accumulent d'année en année qui ne sont pas traités. Ailleurs dans le monde, actuellement, la main-d'œuvre est trop dispendieuse. Là, ça remonte le prix des manteaux et de tous les articles de fourrure. Dans mon cas, j'aimerais mieux commencer plus tard. Les fourrures sont plus belles. Puis dans les trappeurs, il y a des trappeurs plus d'occasion, puis il y a les vrais trappeurs. Il y en a que ça leur prenne beaucoup de quantité, puis ils essaient de toutes les prendre le plus vite possible pour arrêter de trapper le plus vite possible. Ces fourrures-là, la fourrure est moins belle, nuisent à ceux-là qui trappent de la belle fourrure, mais il faut qu'ils la coulent quand même, cette fourrure-là. Les acheteurs, comme les Chinois, c'est pas nécessairement la qualité qu'ils recherchent. Ils vont vers cette fourrure-là,
Puis les belles fourrures restent là. Ils ne sont pas plus vendus que si, au point de vue prix, que si tu avais une mauvaise fourrure. Ils sont vendus quasiment le même prix. C'est ça qui nuit beaucoup, actuellement, d'après moi, aux trappeurs. C'est sûr et certain, il faut laisser ce savoir-là à quelqu'un. Mais actuellement, c'est tout le temps délaissé parce que c'est qu'il y a de moins en moins de personnes intéressées à faire cette activité-là. Parce qu'il faut être un peu fou pour faire ça. Parce que tant qu'il fait moins 30, puis que tu t'en vas dans le bois, puis il fait très froid, il vente, t'es toute seule, puis il peut arriver à peu près n'importe quoi. Peut-être pas dans des endroits comme ici, mais t'es laissé à toi-même, ni plus ni moins. Alors, voici la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié la capsule sur l'agriculteur et le trappeur. Et nous reviendrons la semaine prochaine avec 2 autres nouveaux métiers. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.